Abonez-vous, Elohim. RVE's Dorer. Et laissez unlike Aidas la chain, said Eva Labber. Ou étranger. Dans une petite ville de l'intérieur de l'État de Minas Gerais, la tranquillité de Bom Jésus de Minas a été brisée par le terrible assassinat de Gabriel, un garçon de 10 ans. Le corps de l'enfant a été retrouvé dans un terrain vague, près d'un terrain de football où il avait l'habitude de jouer avec ses amis. La violence du crime a choqué toute la ville. Les marques brutales sur le corps de Gabriel suggéraient une cruauté que la paisible ville n'avait jamais connue. Toutes les preuves, cependant, pointaient vers un homme au-dessus de tout soupçon. Antonio Barreto, le chef de l'éducation physique de l'école municipale. Antonio était connu pour son dévouement envers les élèves et sa participation active aux activités communautaires. Le jour du meurtre, il organisait un tournoi de football et de nombreux habitants ont confirmé sa présence à l'événement. Cependant, l'enquête policière menée par le délégué Gustavo Rocha a commencé à révéler des détails perturbateurs. Les images des caméras de sécurité dans une rue près du lieu du crime montraient clairement Antonio emmenant Gabriel dans une fourgonnette noire, quelques heures avant que le corps ne soit retrouvé. De plus, les empreintes digitales sur les lieux du crime appartenaient au professeur. Tout semblait s'emboîter de manière claire et incriminante. L'arrestation d'Antonio a été rapide et a provoqué une émotion dans la ville. Pendant le trajet jusqu'au commissariat, il répétait son innocence, insistant sur le fait qu'il était à l'école au moment du crime. Amis, famille et collègues de travail étaient perplexes. Comment quelqu'un d'aussi respecté et aimé pourrait-il être capable d'une telle atrocité? Pourtant, les preuves semblaient irréfutables. Mais l'affaire a commencé à prendre des contours étranges lorsque l'avocate d'Antonio, Mariana Furtado, a découvert quelque chose qui a changé le cours de l'enquête. Elle a recherché les enregistrements de sécurité du centre commercial local où le professeur prétendait être allé avec sa femme, Laetitia, l'après-midi même du meurtre. À la surprise de tous, les caméras du centre commercial montraient Antonio exactement à l'heure où le crime s'était produit, achetant des billets pour une séance de cinéma. Il était à des kilomètres de la scène du crime. Face à cette preuve, Mariana a apporté la nouvelle preuve au délégué Gustavo, qui était complètement confus. Comment Antonio aurait-il pu être à deux endroits en même temps? Les caméras ne mentaient pas, et les deux enregistrements étaient indiscutablement clairs. Quelque chose de très étrange se passait, et la tranquillité de Bom Jésus de Minas semblait de plus en plus lointaine. Le délégué Gustavo, un homme sceptique et logique, a commencé à se poser des questions. Et s'il était confronté à quelque chose que la raison ne pouvait expliquer? Mariana, quant à elle, était déterminée à prouver l'innocence de son client, mais elle ne pouvait nier le frisson qu'elle ressentait en réalisant qu'une force surnaturelle semblait être impliquée. Alors que les jours passaient et que les enquêtes avançaient, de nouveaux indices ont émergé. Certains témoins ont affirmé avoir vu un homme identique à Antonio se promener dans les rues de la ville la nuit du crime. Cependant, ce autre Antonio semblait agir de manière étrange, distante, avec un regard froid et vide, très différent du professeur toujours aimable et attentionné qu'il connaissait. La ville, déjà effrayée par le crime brutal, a commencé à plonger dans une atmosphère de peur. Des rumeurs selon lesquelles le véritable meurtrier était toujours en liberté, déguisé en quelqu'un en qui tout le monde avait confiance, se sont rapidement répandues. Il y avait quelque chose, ou quelqu'un parmi eux, une présence sombre, qui commençait à ébranler les fondations de la petite ville minière. Les jours qui ont suivi la révélation des images du centre commercial ont apporté plus de tension à Bom Jésus de Minas. L'affaire, qui semblait claire auparavant, était maintenant plongée dans un mystère dense. Le délégué Gustavo, toujours rationnel, avait du mal à accepter l'idée que quelqu'un puisse être à deux endroits en même temps. Il a décidé de demander de l'aide en faisant appel à la spécialiste en médecine légale, Carla Siqueira, une ancienne connaissance, respectée pour son objectivité. Carla est arrivée en ville, l'esprit ouvert,
mais ce qu'elle a trouvé l'a troublée. En examinant les preuves et les enregistrements, elle n'a pas pu trouver de faille. Tout était incroyablement solide. Les empreintes digitales d'Antonio étaient sur les lieux du crime, tout comme son ADN. Cependant, les enregistrements du centre commercial étaient également indiscutables. Antonio était vraiment à des kilomètres de distance lorsque le crime s'est produit. Intriguée, Carla a commencé à revoir les témoins qui prétendaient avoir vu l'autre Antonio errer dans la ville. Le témoignage le plus cohérent venait d'une vieille dame, Donna Zelia, qui jurait avoir vu le professeur près du cimetière la nuit du crime. Selon elle, il était immobile, regardant fixement la grille en fer comme s'il attendait quelque chose. Mais ce n'était pas lui, disait Donna Zelia d'une voix tremblante. Les yeux étaient les mêmes, mais le regard était vide, froid. Il n'y avait pas d'âme là-bas. En attendant, Mariana Furtado poursuivait sa bataille juridique, essayant de faire sortir Antonio de détention préventive. Elle savait que l'affaire était loin d'être résolue, mais avec les preuves contradictoires, elle avait réussi à le faire libérer sous caution, en attendant un nouveau procès. Malgré cela, les dégâts étaient déjà faits. Toute la ville le regardait avec méfiance et peur. Antonio, maintenant chez lui, était visiblement bouleversé. Il ne pouvait pas comprendre comment tout cela se passait. Au fond, ce qui l'effrayait le plus était l'idée que quelqu'un ou quelque chose puisse se faire passer pour lui. Sa femme, Laetitia, essayait de le réconforter, mais elle semblait elle-même craindre que l'homme qu'elle aimait puisse être impliqué d'une manière ou d'une autre. Pendant ce temps, le commissaire Gustavo et Carla ont commencé à enquêter sur un schéma étrange. Des crimes similaires s'étaient produits dans d'autres villes du Minas Gerais ces dernières années, avec la même caractéristique inexplicable. Dans chaque cas, il y avait une personne innocente accusée avec des preuves irréfutables, mais qui avait un alibi solide, rendant impossible sa présence sur les lieux du crime. Une de ces villes était Congonhas, où un cas similaire s'était produit 3 ans auparavant. Carla a contacté l'un des détectives qui avait travaillé sur cette affaire, un homme nommé Rafael Duarte. Quand il est arrivé à Bom Jesus de Minas pour aider, il avait l'air sombre. « Il y a quelque chose que personne ne veut admettre », dit-il, avec un regard fatigué. « Cela va bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Quoi que ce soit, ça bouge, et ça semble toujours trouver une nouvelle victime. » Raphaël a mentionné une ancienne légende locale, quelque chose que les plus âgés évitaient de mentionner. Le forastero, une entité qui, selon les rumeurs, errait dans les régions montagneuses du Minas, prenant la forme de personnes ordinaires. Où qu'il aille, il laissait une traînée de destruction, répandant la peur et la méfiance. Personne ne savait d'où il venait, ni ce qu'il était vraiment. La seule chose certaine était que, une fois qu'il apparaissait, le mal le suivait. Au début, Gustavo refusait de croire à cette histoire. Pour lui, c'était juste une superstition. Cependant, plus il enquêtait, plus il devenait clair que les preuves physiques ne faisaient pas sens dans la logique commune. Et pire encore, quelque chose de sombre semblait sur le point de se produire à nouveau. Cette nuit-là, un nouvel événement a secoué Bom Jesus de Minas. Un autre corps a été retrouvé, cette fois celui d'une femme nommée Luisa, une commerçante locale. Elle avait été sauvagement assassinée dans des circonstances tout aussi violentes. Et à la surprise du commissaire, les mêmes empreintes digitales et l'ADN d'Antonio ont été retrouvés sur la scène. Antonio, qui était chez lui sous surveillance policière, avait un alibi incontestable pour l'heure du crime. Pourtant, toutes les preuves physiques le désignaient. La terreur s'installait définitivement dans la petite ville minière. Maintenant, il n'y avait plus de doute. Quelqu'un, ou quelque chose, se faisait passer pour Antonio et était déterminé à poursuivre sa trace de mort. Alors que la ville sombrait dans un état de paranoïa, Carla et Gustavo savaient que le temps jouait contre eux. Le forastero était parmi eux et personne ne savait qui serait sa prochaine victime. Les rues de Bom Jesus de Minas, autrefois calmes, étaient maintenant enveloppées d'un silence lourd et tendu. La peur s'était emparée des habitants, qui évitaient de sortir de chez eux la nuit, verrouillant portes et fenêtres avec ferveur. La méfiance se propageait comme un virus. Si quelqu'un pouvait se transformer en une autre personne, en qui pouvait-il avoir confiance ?
Le cas de Luisa ne fit qu'aggraver la situation. Le commissaire Gustavo, aussi dur qu'il essayait de garder la tête froide, commençait à ressentir le poids de l'atmosphère sombre qui entourait la ville. Chaque détail du meurtre de la commerçante semblait faire écho au schéma du crime précédent, comme si le forastero jouait un jeu cruel, défiant la logique et se moquant des enquêtes. Carla Siqueira, quant à elle, était obsédée par l'idée de découvrir ce qui se cachait derrière cette séquence de crimes. Elle ne croyait pas totalement aux légendes que Rafael Duarte avait apportées, mais quelque chose la dérangeait profondément. Il y avait trop de schémas, trop de coïncidences. La possibilité qu'un être surnaturel puisse être impliqué semblait de plus en plus réelle. Décidée à enquêter plus en profondeur, Carla s'est rendue chez un ancien contact à Belo Horizonte, un anthropologue spécialisé dans les mythes et les folklores brésiliens. Le professeur Jonas Moura, un spécialiste des cultures indigènes et du folklore du Minas, a accueilli Carla avec scepticisme, mais a été intrigué par le récit. Il lui a parlé d'anciennes histoires des peuples autochtones de la région, en particulier des Krenak, qui parlaient d'une entité se nourrissant de la peur et de la douleur humaine. Cette entité, selon les légendes, avait la capacité de prendre la forme de n'importe qui, confondant ses ennemis et répandant le chaos. Le nom le plus courant pour cette créature était le forastero. En attendant, Mariana Furtado poursuivait sa bataille juridique, essayant de faire sortir Antonio de détention préventive. Elle savait que l'affaire était loin d'être résolue, mais avec les preuves contradictoires, elle avait réussi à le faire libérer sous caution, en attendant un nouveau procès. Malgré cela, les dégâts étaient déjà faits. Toute la ville le regardait avec méfiance et peur. Antonio, maintenant chez lui, était visiblement bouleversé. Il ne pouvait pas comprendre comment tout cela se passait. Au fond, ce qui l'effrayait le plus était l'idée que quelqu'un ou quelque chose puisse se faire passer pour lui. Sa femme, Laetitia, essayait de le réconforter, mais elle semblait elle-même craindre que l'homme qu'elle aimait puisse être impliqué d'une manière ou d'une autre. Pendant ce temps, le commissaire Gustavo et Carla ont commencé à enquêter sur un schéma étrange. Des crimes similaires s'étaient produits dans d'autres villes du Minas Gerais ces dernières années, avec la même caractéristique inexplicable. Dans chaque cas, il y avait une personne innocente accusée avec des preuves irréfutables, mais qui avait un alibi solide, rendant impossible sa présence sur les lieux du crime. Une de ces villes était Congonhas, où un cas similaire s'était produit 3 ans auparavant. Carla a contacté l'un des détectives qui avait travaillé sur cette affaire, un homme nommé Rafael Duarte. Quand il est arrivé à Bom Jesus de Minas pour aider, il avait l'air sombre. Il y a quelque chose que personne ne veut admettre, dit-il avec un regard fatigué. Cela va bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Quoi que ce soit, ça bouge et ça semble toujours trouver une nouvelle victime. Raphaël a mentionné une ancienne légende locale, quelque chose que les plus âgés évitaient de mentionner. Le forastero, une entité qui, selon les rumeurs, errait dans les régions montagneuses du Minas, prenant la forme de personnes ordinaires. Où qu'il aille, il laissait une traînée de destruction, répandant la peur et la méfiance. Personne ne savait d'où il venait, ni ce qu'il était vraiment. La seule chose certaine était que, une fois qu'il apparaissait, le mal le suivait. Au début, Gustavo refusait de croire à cette histoire. Pour lui, c'était juste une superstition. Cependant, plus il enquêtait, plus il devenait clair que les preuves physiques ne faisaient pas sens dans la logique commune. Et pire encore, quelque chose de sombre semblait sur le point de se produire à nouveau. Cette nuit-là, un nouvel événement a secoué Bom Jesus de Minas. Un autre corps a été retrouvé, cette fois celui d'une femme nommée Luisa, une commerçante locale. Elle avait été sauvagement assassinée dans des circonstances tout aussi violentes. Et à la surprise du commissaire, les mêmes empreintes digitales et l'ADN d'Antonio ont été retrouvés sur la scène. Antonio, qui était chez lui sous surveillance policière, avait un alibi incontestable pour l'heure du crime. Pourtant, toute épreuve physique le désignait. La terreur s'installait définitivement dans la petite ville minière. Maintenant, il n'y avait plus de doute. Quelqu'un ou quelque chose se faisait passer pour Antonio et était déterminé à poursuivre sa trace de mort. Alors que la ville sombrait dans un état de paranoïa,
Carla et Gustavo savaient que le temps jouait contre eux. Le forastero était parmi eux, et personne ne savait qui serait sa prochaine victime. Les rues de Bon Jésus de Minas, autrefois calmes, étaient maintenant enveloppées d'un silence lourd et tendu. La peur s'était emparée des habitants, qui évitaient de sortir de chez eux la nuit, verrouillant portes et fenêtres avec ferveur. La méfiance se propageait comme un virus. Si quelqu'un pouvait se transformer en une autre personne, en qui pouvait-il avoir confiance? Le cas de Luisa ne fit qu'aggraver la situation. Le commissaire Gustavo, aussi dur qu'il essayait de garder la tête froide, commençait à ressentir le poids de l'atmosphère sombre qui entourait la ville. Chaque détail du meurtre de la commerçante semblait faire écho au schéma du crime précédent, comme si le forastero jouait un jeu cruel, défiant la logique et se moquant des enquêtes. Carla Siqueira, quant à elle, était obsédée par l'idée de découvrir ce qui se cachait derrière cette séquence de crimes. Elle ne croyait pas totalement aux légendes que Rafael Duarte avait apportées, mais quelque chose la dérangeait profondément. Il y avait trop de schémas, trop de coïncidences. La possibilité qu'un être surnaturel puisse être impliqué semblait de plus en plus réelle. Décidée à enquêter plus en profondeur, Carla s'est rendue chez un ancien contact à Belo Horizonte, un anthropologue spécialisé dans les mythes et les folklores brésiliens. Le professeur Jonas Moura, un spécialiste des cultures indigènes et du folklore du Minas, a accueilli Carla avec scepticisme, mais a été intrigué par le récit. Il lui a parlé d'anciennes histoires des peuples autochtones de la région, en particulier des Krenak, qui parlaient d'une entité se nourrissant de la peur et de la douleur humaine. Cette entité, selon les légendes, avait la capacité de prendre la forme de n'importe qui, confondant ses ennemis et répandant le chaos. Le nom le plus courant pour cette créature était le forastero. Jonas expliqua que, selon les récits, le forastero est une sorte d'esprit errant, maudit de vagabonder à travers les montagnes et les vallées de Minas, toujours à la recherche de nouvelles victimes. Il s'infiltrait dans des communautés pacifiques, prenait la forme de quelqu'un de respecté ou de connu et déclenchait une vague de terreur avant de disparaître à nouveau. Personne ne savait comment le vaincre, mais une chose était sûre, il ne restait jamais longtemps au même endroit. Carla écoutait attentivement et un sentiment de désespoir commençait à s'emparer d'elle. Comment pourrait-il combattre quelque chose comme ça? La police n'était pas préparée à faire face au surnaturel. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. Elle avait besoin de plus d'informations et surtout d'un moyen de protéger la ville. Pendant ce temps, le délégué Gustavo continuait de faire pression sur Antonio, espérant que quelque chose dans ses souvenirs puisse fournir un indice. Antonio, quant à lui, devenait de plus en plus instable. Il ne pouvait pas dormir. Tourmenté par des cauchemars où il voyait une version déformée de lui-même commettre des crimes horribles. C'était comme s'il était aspiré par une présence invisible, incapable de contrôler ce qui se passait autour de lui. Lors d'une de ces nuits sans sommeil, Antonio reçut une visite inattendue. C'était Rafael Duarte, le détective qui avait enquêté sur une affaire similaire à Congonhas. Il avait l'air épuisé, mais il y avait quelque chose d'urgent dans ses yeux. Ils se sont assis à la table de la cuisine d'Antonio, la faible lumière de la lampe vacillant légèrement, créant des ombres inquiétantes sur les murs. « J'ai déjà vu ça auparavant », commença Rafael d'une voix rauque. « Ce qui t'arrive, ça est arrivé à d'autres personnes. D'abord, tu penses que tu deviens fou, que tu commences à douter de toi-même. Et à la fin, quand tu es complètement isolé, il te prend tout. » Antonio était confus. « Il qui ? Le forastero. Cette chose qui te poursuit. Ce n'est pas humain, mais il utilise ta forme pour se cacher et se rapprocher des gens. Il se nourrit de la peur qu'il provoque, et une fois qu'il entre dans ta vie, il est presque impossible d'échapper. J'ai essayé, et j'ai tout perdu dans le processus. Rafael expliqua qu'à Congonhas, une famille entière avait été détruite après que le forastero ait pris la forme du père, un homme travailleur et aimé. Un par un, les membres de la famille ont été retrouvés morts, et l'homme a été accusé, même s'il y avait des preuves qu'il ne pouvait pas être sur les lieux des crimes. Finalement, le forastero a disparu, et le père s'est suicidé, incapable de supporter la culpabilité et la terreur. « Tu dois te battre, Antonio.
dit Raphaël avec une intensité effrayante. Mais ce n'est pas avec des armes ou avec la loi que tu le vaincras. Il y a quelque chose en lui, quelque chose d'ancien. Quelque chose qui peut-être ne peut être arrêté que si nous affrontons notre propre peur. Dans les jours qui ont suivi, Carla, Gustavo et Mariana ont commencé à travailler ensemble pour trouver un moyen de protéger Antonio et la ville de Bom Jesus de Minas. Cependant, un sentiment d'urgence les envahissait. Il y avait une nouvelle tension dans l'air, comme si le forastero se préparait à sa prochaine action. La question qui restait était, qui serait la prochaine victime? Bom Jesus de Minas était maintenant complètement plongé dans la peur. Chaque rue semblait plus sombre, chaque ombre plus menaçante. Le nom du forastero chuchotait de bouche à oreille, prenant vie de lui-même, comme si la légende, une fois révélée, avait réveillé une entité endormie. Les gens commençaient à éviter Antonio Barreto dans les rues, gardant une distance prudente, bien que personne n'ose l'affronter directement. Après tout, s'il n'était pas le véritable meurtrier, qui l'était? Pendant ce temps, Carla et Gustavo approfondissaient leurs enquêtes. La ville de Congonhas était devenue un point central pour découvrir plus d'informations sur les anciens cas liés au forastero. Lors d'une visite dans une bibliothèque locale, Carla a trouvé une série d'articles datant du début des années 1980, relatant une vague de crimes bizarres et inexplicables qui avaient frappé de petites villes minières. Les cas semblaient suivre le même schéma. Des personnes de bonne réputation étaient accusées de crimes horribles, pour être plus tard prouvées innocentes par des preuves irréfutables, bien que cela se produise généralement trop tard pour sauver leur vie. Gustavo, essayant toujours de s'accrocher au réalisme, résistait à l'idée qu'une entité surnaturelle était responsable de tout cela. Mais les faits étaient là, et plus il creusait, plus les histoires du forastero semblaient cohérentes. Il savait que d'une manière ou d'une autre, il devait trouver un moyen d'interrompre le cycle de mort qui se propageait dans la ville. Cette même nuit, quelque chose d'inattendu se produisit. Antonio, qui luttait pour garder sa santé mentale, eut une rencontre perturbante. Il se réveilla au milieu de la nuit, haletant, le cœur battant, comme s'il était observé. Il se leva et se rendit à la cuisine, où, en allumant la lumière, il vit quelque chose qui le figea de peur. Ali, sur la petite table en bois, était assis quelqu'un, lui-même. La figure était identique à lui sous tous les aspects, sauf pour le regard vide et cruel qu'il portait dans les yeux. C'était comme s'il regardait un reflet déformé de lui-même. Une version corrompue qui transmettait la pure méchanceté. Antonio a essayé de parler, mais les mots sont morts dans sa gorge. L'autre Antonio sourit, un sourire tordu et froid, avant de se lever et de marcher lentement vers la porte. Avant de disparaître dans l'obscurité de la nuit, il se retourna une dernière fois et murmura « Tu ne peux pas t'échapper de moi ». Terrifié et ne sachant pas quoi faire, Antonio courut jusqu'au commissariat et raconta tout au délégué Gustavo. Quand il arriva, il était visiblement bouleversé, incapable d'articuler clairement ce qui s'était passé. Gustavo, bien que sceptique, savait que quelque chose de vraiment effrayant se passait. Il ne pouvait plus ignorer les récits d'Antonio. Cette rencontre avec son double confirmait ce que Rafael Duarte avait dit. Le forastero était réel. Et maintenant, il jouait directement avec ses victimes. Pendant que Gustavo essayait de calmer Antonio, Rafael apparut au commissariat. Le détective, qui était déjà préparé à de tels événements, commença à parler à Antonio en privé. Il lui conseilla de ne pas affronter directement le forastero. Il se nourrit de ta faiblesse et de ta peur. Plus tu lui cèdes, plus il devient fort. Nous devons trouver un moyen de faire face à cela ensemble, mais sans laisser qu'il brise ton esprit. Raphaël suggéra quelque chose d'inhabituel, presque désespéré. Il y avait un ancien rituel des Krenak, mentionné dans l'un des livres que Carla avait trouvé, qui pourrait aider à isoler l'influence du forastero. Le rituel, appelé cérémonie du voile brisé, était utilisé pour traiter les esprits errants qui possédaient les gens ou imitaient leur forme. C'était un rituel de purification qui, selon la légende, pourrait empêcher l'esprit de prendre la forme de ses victimes et le forcer à se révéler. Mariana, qui était sceptique jusqu'alors, commença à croire que c'était peut-être le seul espoir de sauver Antonio. Mais il y avait un problème.
le rituel exigeait qu'il trouve la véritable cachette du Forastero, l'endroit où il se cachait entre ses attaques. Et le temps était compté. Le lendemain, une nouvelle vague de peur frappa Bon Jésus de Minas. Le corps d'une jeune femme, Amanda, qui travaillait à la boulangerie locale, fut retrouvé. Elle avait disparu la nuit précédente et son corps présentait les mêmes mares. Dans la culture locale, on disait que la grotte était un endroit où les morts sans nom ou sans enterrement adéquat allaient se reposer. C'était un endroit évité par la plupart des gens, mais aussi une partie importante du folklore de la région. Raphaël croyait que si l'étranger était lié à cette zone, c'était là son point d'origine, et peut-être aussi où il se renforçait. Au crépuscule, le groupe décida qu'il ne pouvait plus attendre. Gustavo rassembla une petite équipe de policiers pour encercler la zone, tandis que Carla, Mariana et Raphaël suivaient Antonio jusqu'à la grotte. Le voyage jusqu'à là-bas fut marqué par un silence tendu, seulement brisé par le bruit des arbres et le vent soufflant dans les montagnes. Antonio, visiblement bouleversé, essayait de rester fort, mais la peur était presque suffocante. Il savait qu'il était sur le point de faire face à l'entité qui détruisait sa vie. Quand ils arrivèrent enfin à l'entrée de la grotte des oubliés, une sensation d'oppression les envahit. L'air semblait plus lourd là-bas, presque suffocant. Mariana, qui avait toujours été sceptique envers le surnaturel, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Même si elle ne croyait pas complètement aux histoires, elle ne pouvait nier l'étrangeté de cet endroit. Avec des torches et des lanternes en main, le groupe pénétra dans la grotte. Les parois étaient sculptées dans une vieille pierre, avec des marques qui semblaient provenir d'une civilisation oubliée. L'écho de leurs pas résonnait de manière presque fantomatique, créant la sensation qu'ils n'étaient pas seuls là-bas. Plus ils avançaient en profondeur, plus l'atmosphère devenait lourde, comme si l'endroit lui-même était imprégné d'une énergie maléfique. C'est alors qu'en arrivant dans une grande chambre au fond de la grotte, ils ressentirent une présence. Les ombres semblaient bouger d'elles-mêmes, prenant la forme de figures qui les observaient. Et là, au centre de la chambre, une figure se révéla enfin. C'était l'étranger. Il avait la forme d'Antonio, mais ce n'était pas lui. Son visage était identique, mais son regard, ce vide terrifiant, révélait sa véritable nature. Un sourire déformé jouait sur ses lèvres et, en les voyant, il murmura simplement « Vous ne pouvez pas me stopper ». Raphaël, déterminé, fit le premier pas, tenant les objets nécessaires au rituel. Il commença à réciter les anciennes paroles des Krenak, suivant les instructions détaillées du livre que Carla avait trouvé. Le son des mots résonnait dans la grotte, semblant irriter l'étranger. La créature fit quelques pas en arrière, mais son regard fixe sur Antonio ne vacillait pas. Pendant que le rituel avançait, l'étranger commença à se déplacer plus rapidement, se contorsionnant de manière grotesque. C'était comme si sa forme physique se défaisait et se remodelait en quelque chose de encore plus terrifiant. Les ombres autour de lui semblaient prendre vie, tournant autour du groupe et essayant de distraire Raphaël et Carla. Antonio, cependant, ne pouvait plus supporter la vision de cette chose utilisant son apparence. Affrontant une peur paralysante, il s'avança et cria « Tu ne me contrôles pas, je ne suis pas toi !» L'étranger s'arrêta un instant, son sourire disparaissant. C'était comme si les paroles d'Antonio avaient touché quelque chose de profond à l'intérieur de l'entité. Pendant une brève seconde, il semblait que le pouvoir de l'étranger vacillait. Raphaël saisit l'occasion et intensifia le rythme du rituel, ses paroles gagnant en force, tandis que Carla l'aidait à maintenir sa concentration. Mais alors, l'étranger poussa un cri, un son strident qui résonna dans la grotte, faisant trembler les murs. Les ombres autour commencèrent à s'approcher, essayant d'attaquer le groupe. Gustavo, son arme à la main, tira sur les ombres, mais il semblait que rien ne les touchait. Il réalisa qu'à ce moment-là, les balles n'auraient aucun effet. Mariana, gardant son calme, aida à renforcer le cercle autour de Raphaël. Ils devaient maintenir leur concentration, ils savaient que toute distraction pouvait être fatale. L'étranger, maintenant clairement affaibli, continuait de résister, mais ses forces diminuaient. Enfin, avec un dernier mouvement, Raphaël acheva le rituel. Une explosion de lumière traversa la chambre de la grotte et l'étranger poussa un dernier cri d'agonie. Sa forme commença à se dissoudre,
comme si elle était aspirée dans un vide invisible. Les ombres autour du groupe se dissipèrent et en quelques secondes, tout redevint silencieux. La grotte, autrefois oppressante, semblait maintenant juste un endroit abandonné, comme si la présence maléfique avait été complètement expulsée. L'étranger avait disparu et avec lui, le cauchemar qui avait tourmenté Bom Jésus de Minas. Mas, même avec la victoire apparente, le groupe savait que quelque chose restait en suspens. La bataille avait été remportée, mais qu'était exactement le Forastero? Et avait-il vraiment été détruit ou simplement temporairement expulsé? Ce sont des questions qui, pour le moment, resteraient sans réponse. La lumière qui avait rempli la grotte des oubliés s'est finalement dissipée, laissant derrière elle un silence presque écrasant. Le Forastero avait disparu. Sa présence terrifiante semblait avoir été éradiquée de cet endroit. Antonio, épuisé, s'effondra à genoux, sentant le poids de jours de tourment commencer à se soulager. Ses yeux étaient embués, mais il ne savait pas si c'était par soulagement ou par la profonde peur que tout cela puisse ne pas être terminé. Raphaël, encore essoufflé après l'effort du rituel, s'approcha d'Antonio et l'aida à se relever. « Je pense que nous avons réussi, mais nous devons en être sûrs, » dit-il prudemment, regardant les profondeurs de la grotte. Gustavo, toujours pragmatique, inspectait les lieux, sa main toujours fermement posée sur son arme, comme s'il s'attendait à ce que quelque chose surgisse des ombres. Carla et Mariana se regardèrent, ne sachant que penser. La terreur qui les avait enveloppés ces derniers jours n'avait pas complètement disparu. Mariana, qui avait toujours été sceptique, sentait que quelque chose planait encore dans l'air, comme un écho du Forastero, une marque laissée derrière lui. En sortant de la grotte, la sensation d'oppression qu'ils portaient commença peu à peu à se dissiper. L'air frais de la nuit caressa leur visage, et pendant un instant, tous respirèrent soulagés. Le chemin de retour vers la ville, bien qu'obscur, semblait maintenant moins menaçant. Ce mal qui semblait les imprégner commençait à s'estomper, du moins c'est ce qu'ils espéraient. À la gendarmerie, Gustavo commença à revoir les anciens dossiers. Il y avait un calme étrange dans la ville de Bom Jésus de Minas après la bataille contre le Forastero, mais il savait que l'enquête n'était pas encore terminée. Il avait besoin de preuves concrètes que tout cela était réellement terminé. Avec l'expérience de quelqu'un qui avait déjà vécu ce genre de situation, savait que le mal auquel ils avaient fait face n'était pas si simple. Le Forastero est une entité qui se nourrit de peur et de doute. Il a peut-être été expulsé, mais cela ne signifie pas qu'il ne puisse pas revenir. Ces esprits sont anciens et ont un moyen de revenir lorsque les conditions sont propices. Antonio, maintenant libéré du poids d'être un suspect, essayait de reconstruire sa vie. Mais malgré la sensation de victoire, il ne pouvait se débarrasser du souvenir de cette nuit dans la grotte. Cette version déformée de lui-même que le Forastero avait utilisée le poursuivrait pour toujours. Même maintenant, en regardant son propre reflet dans le miroir, il ressentait une pointe de méfiance, se demandant s'il était vraiment libre. Cependant, à mesure que les jours passaient, la vie à Bom Jésus de Minas commençait à reprendre son cours normal. Les meurtres avaient cessé et la peur qui enveloppait la ville commençait lentement à être remplacée par un sentiment de sécurité. Les gens recommençaient peu à peu à sortir dans les rues, à fréquenter les marchés et les bars locaux. Mais quelque chose dans l'atmosphère de la ville avait changé à jamais. Des mois plus tard, Carla reçut un message de Raphaël. Il était en train d'enquêter dans une nouvelle affaire, cette fois-ci dans une petite ville de l'intérieur de Guayas, où d'étranges meurtres se produisaient. Les détails rappelaient vaguement ce qui s'était passé à Bom Jésus de Minas. Elle savait ce que cela signifiait. Le Forastero n'avait pas été détruit, seulement temporairement expulsé. Quelque part, il continuait à errer, attendant une nouvelle opportunité de se manifester. C'est comme il l'a dit, réfléchit Carla en silence, se remémorant les paroles de Raphaël. Le Forastero se nourrit de la peur, et tant qu'il y aura de la peur, il ne sera jamais vraiment vaincu. Gustavo, quant à lui, continua à travailler à la gendarmerie, mais maintenant avec une compréhension plus profonde de l'inexplicable. Même en tant qu'homme de loi qui traite du concret, il avait été contraint d'accepter qu'il y a des choses au-delà de ce que les yeux peuvent voir.
des forces anciennes qui défient la logique et la raison. La dernière nuit de l'histoire, Antonio, qui essayait de passer à autre chose, reprit sa routine. Mais comme toutes les nuits depuis la confrontation avec le forastero, il laissait encore la lumière de la chambre allumée, craignant que les ombres ne puissent cacher autre chose que l'obscurité. Et ainsi, la ville de Bom Jesus de Minas retrouva sa paix apparente. Cependant, une pensée dérangeante persistait dans l'air. Le mal peut avoir été temporairement écarté, mais il trouve toujours un moyen de revenir. Le forastero pourrait réapparaître n'importe où, prenant la forme de n'importe qui, et personne ne serait vraiment en sécurité. Peut-être que, comme tant d'autres villes qui ont affronté l'inexplicable, Bom Jesus de Minas n'oublierait jamais l'ombre que le forastero a laissée derrière lui. Ou étranger. Dans une petite ville de l'intérieur de l'État de Minas Gerais, la tranquillité de Bom Jesus de Minas a été brisée par le terrible assassinat de Gabriel, un garçon de 10 ans. Le corps de l'enfant a été retrouvé dans un terrain vague, près d'un terrain de football où il avait l'habitude de jouer avec ses amis. La violence du crime a choqué toute la ville. Les marques brutales sur le corps de Gabriel suggéraient une cruauté que la paisible ville n'avait jamais connue. Toutes les preuves, cependant, pointaient vers un homme au-dessus de tout soupçon. Antonio Barreto, le chef de l'éducation physique de l'école municipale. Antonio était connu pour son dévouement envers les élèves et sa participation active aux activités communautaires. Le jour du meurtre, il organisait un tournoi de football et de nombreux habitants ont confirmé sa présence à l'événement. Cependant, l'enquête policière menée par le délégué Gustavo Rocha a commencé à révéler des détails perturbateurs. Les images des caméras de sécurité dans une rue près du lieu du crime montraient clairement Antonio emmenant Gabriel dans une fourgonnette noire, quelques heures avant que le corps ne soit retrouvé. De plus, les empreintes digitales sur les lieux du crime appartenaient au professeur. Tout semblait s'emboîter de manière claire et incriminante. L'arrestation d'Antonio a été rapide et a provoqué une émotion dans la ville. Pendant le trajet jusqu'au commissariat, il répétait son innocence, insistant sur le fait qu'il était à l'école au moment du crime. Amis, famille et collègues de travail étaient perplexes. Comment quelqu'un d'aussi respecté et aimé pourrait-il être capable d'une telle atrocité? Pourtant, les preuves semblaient irréfutables. Mais l'affaire a commencé à prendre des contours étranges lorsque l'avocate d'Antonio, Mariana Furtado, a découvert quelque chose qui a changé le cours de l'enquête. Elle a recherché les enregistrements de sécurité du centre commercial local où le professeur prétendait être allé avec sa femme, Laetitia, l'après-midi même du meurtre. À la surprise de tous, les caméras du centre commercial montraient Antonio exactement à l'heure où le crime s'était produit, achetant des billets pour une séance de cinéma. Il était à des kilomètres de la scène du crime. Face à cette preuve, Mariana a apporté la nouvelle preuve au délégué Gustavo, qui était complètement confus. Comment Antonio aurait-il pu être à deux endroits en même temps? Les caméras ne mentaient pas, et les deux enregistrements étaient indiscutablement clairs. Quelque chose de très étrange se passait, et la tranquillité de Bom Jesus de Minas semblait de plus en plus lointaine. Le délégué Gustavo, un homme sceptique et logique, a commencé à se poser des questions. Et s'il était confronté à quelque chose que la raison ne pouvait expliquer? Mariana, quant à elle, était déterminée à prouver l'innocence de son client, mais elle ne pouvait nier le frisson qu'elle ressentait en réalisant qu'une force surnaturelle semblait être impliquée. Alors que les jours passaient et que les enquêtes avançaient, de nouveaux indices ont émergé. Certains témoins ont affirmé avoir vu un homme identique à Antonio se promener dans les rues de la ville la nuit du crime. Cependant, ce autre Antonio semblait agir de manière étrange, distante, avec un regard froid et vide, très différent du professeur toujours aimable et attentionné qu'il connaissait. La ville, déjà effrayée par le crime brutal, a commencé à plonger dans une atmosphère de peur. Des rumeurs selon lesquelles le véritable meurtrier était toujours en liberté, déguisé en quelqu'un en qui tout le monde avait confiance,
se sont rapidement répandues. Il y avait quelque chose, ou quelqu'un parmi eux, une présence sombre, qui commençait à ébranler les fondations de la petite ville minière. Les jours qui ont suivi la révélation des images du centre commercial ont apporté plus de tension à Bom Jesus de Minas. L'affaire, qui semblait claire auparavant, était maintenant plongée dans un mystère dense. Le délégué Gustavo, toujours rationnel, avait du mal à accepter l'idée que quelqu'un puisse être à deux endroits en même temps. Il a décidé de demander de l'aide en faisant appel à la spécialiste en médecine légale, Carla Siqueira, une ancienne connaissance, respectée pour son objectivité. Carla est arrivée en ville, l'esprit ouvert, mais ce qu'elle a trouvé l'a troublée. En examinant les preuves et les enregistrements, elle n'a pas pu trouver de faille. Tout était incroyablement solide. Les empreintes digitales d'Antonio étaient sur les lieux du crime, tout comme son ADN. Cependant, les enregistrements du centre commercial étaient également indiscutables. Antonio était vraiment à des kilomètres de distance lorsque le crime s'est produit. Intriguée, Carla a commencé à revoir les témoins qui prétendaient avoir vu l'autre Antonio errer dans la ville. Le témoignage le plus cohérent venait d'une vieille dame, Donna Zelia, qui jurait avoir vu le professeur près du cimetière la nuit du crime. Selon elle, il était immobile, regardant fixement la grille en fer comme s'il attendait quelque chose. Mais ce n'était pas lui, disait Donna Zelia d'une voix tremblante. Les yeux étaient les mêmes, mais le regard était vide, froid. Il n'y avait pas d'âme là-bas. En attendant, Mariana Furtado poursuivait sa bataille juridique, essayant de faire sortir Antonio de détention préventive. Elle savait que l'affaire était loin d'être résolue, mais avec les preuves contradictoires, elle avait réussi à le faire libérer sous caution, en attendant un nouveau procès. Malgré cela, les dégâts étaient déjà faits. Toute la ville le regardait avec méfiance et peur. Antonio, maintenant chez lui, était visiblement bouleversé. Il ne pouvait pas comprendre comment tout cela se passait. Au fond, ce qui l'effrayait le plus était l'idée que quelqu'un, ou quelque chose, puisse se faire passer pour lui. Sa femme, Laetitia, essayait de le réconforter, mais elle semblait elle-même craindre que l'homme qu'elle aimait puisse être impliqué d'une manière ou d'une autre. Pendant ce temps, le commissaire Gustavo et Carla ont commencé à enquêter sur un schéma étrange. Des crimes similaires s'étaient produits dans d'autres villes du Minas Gerais ces dernières années, avec la même caractéristique inexplicable. Dans chaque cas, il y avait une personne innocente accusée avec des preuves irréfutables, mais qui avait un alibi solide, rendant impossible sa présence sur les lieux du crime. Une de ces villes était Congonhas, où un cas similaire s'était produit 3 ans auparavant. Carla a contacté l'un des détectives qui avait travaillé sur cette affaire, un homme nommé Rafael Duarte. Quand il est arrivé à Bom Jesus de Minas pour aider, il avait l'air sombre. « Il y a quelque chose que personne ne veut admettre », dit-il, avec un regard fatigué. « Cela va bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Quoi que ce soit, ça bouge, et ça semble toujours trouver une nouvelle victime. » Raphaël a mentionné une ancienne légende locale, quelque chose que les plus âgés évitaient de mentionner. Le forastero, une entité qui, selon les rumeurs, errait dans les régions montagneuses du Minas, prenant la forme de personnes ordinaires. Où qu'il aille, il laissait une traînée de destruction, répandant la peur et la méfiance. Personne ne savait d'où il venait, ni ce qu'il était vraiment. La seule chose certaine était qu'une fois qu'il apparaissait, le mal le suivait. Au début, Gustavo refusait de croire à cette histoire. Pour lui, c'était juste une superstition. Cependant, plus il enquêtait, plus il devenait clair que les preuves physiques ne faisaient pas sens dans la logique commune. Et pire encore, quelque chose de sombre semblait sur le point de se produire à nouveau. Cette nuit-là, un nouvel événement a secoué Bom Jesus de Minas. Un autre corps a été retrouvé, cette fois celui d'une femme nommée Luisa, une commerçante locale. Elle avait été sauvagement assassinée dans des circonstances tout aussi violentes. Et à la surprise du commissaire, les mêmes empreintes digitales et l'ADN d'Antonio ont été retrouvés sur la scène. Antonio, qui était chez lui sous surveillance policière, avait un alibi incontestable pour l'heure du crime. Pourtant, toutes les preuves physiques le désignaient. La terreur s'installait définitivement dans la petite ville minière. Maintenant, il n'y avait plus de doute. Quelqu'un,
ou quelque chose se faisait passer pour Antonio et était déterminé à poursuivre sa trace de mort. Alors que la ville sombrait dans un état de paranoïa, Carla et Gustavo savaient que le temps jouait contre eux. Le forastero était parmi eux, et personne ne savait qui serait sa prochaine victime. Les rues de Bon Jésus de Minas, autrefois calmes, étaient maintenant enveloppées d'un silence lourd et tendu. La peur s'était emparée des habitants, qui évitaient de sortir de chez eux la nuit, verrouillant portes et fenêtres avec ferveur. La méfiance se propageait comme un virus. Si quelqu'un pouvait se transformer en une autre personne, en qui pouvait-il avoir confiance? Le cas de Luisa ne fit qu'aggraver la situation. Le commissaire Gustavo, aussi dur qu'il essayait de garder la tête froide, commençait à ressentir le poids de l'atmosphère sombre qui entourait la ville. Chaque détail du meurtre de la commerçante semblait faire écho au schéma du crime précédent, comme si le forastero jouait un jeu cruel, défiant la logique et se moquant des enquêtes. Carla Siqueira, quant à elle, était obsédée par l'idée de découvrir ce qui se cachait derrière cette séquence de crimes. Elle ne croyait pas totalement aux légendes que Rafael Duarte avait apportées, mais quelque chose la dérangeait profondément. Il y avait trop de schémas, trop de coïncidences. La possibilité qu'un être surnaturel puisse être impliqué semblait de plus en plus réelle. Décidée à enquêter plus en profondeur, Carla s'est rendue chez un ancien contact à Belo Horizonte, un anthropologue spécialisé dans les mythes et les folklores brésiliens. Le professeur Jonas Moura, un spécialiste des cultures indigènes et du folklore du Minas, a accueilli Carla avec scepticisme, mais a été intrigué par le récit. Il lui a parlé d'anciennes histoires des peuples autochtones de la région, en particulier des Krenak, qui parlaient d'une entité se nourrissant de la peur et de la douleur humaine. Cette entité, selon les légendes, avait la capacité de prendre la forme de n'importe qui, confondant ses ennemis et répandant le chaos. Le nom le plus courant pour cette créature était le forastero. En attendant, Mariana Furtado poursuivait sa bataille juridique, essayant de faire sortir Antonio de détention préventive. Elle savait que l'affaire était loin d'être résolue, mais avec les preuves contradictoires, elle avait réussi à le faire libérer sous caution, en attendant un nouveau procès. Malgré cela, les dégâts étaient déjà faits. Toute la ville le regardait avec méfiance et peur. Antonio, maintenant chez lui, était visiblement bouleversé. Il ne pouvait pas comprendre comment tout cela se passait. Au fond, ce qui l'effrayait le plus était l'idée que quelqu'un ou quelque chose puisse se faire passer pour lui. Sa femme, Laetitia, essayait de le réconforter, mais elle semblait elle-même craindre que l'homme qu'elle aimait puisse être impliqué d'une manière ou d'une autre. Pendant ce temps, le commissaire Gustavo et Carla ont commencé à enquêter sur un schéma étrange. Des crimes similaires s'étaient produits dans d'autres villes du Minas Gerais ces dernières années, avec la même caractéristique inexplicable. Dans chaque cas, il y avait une personne innocente accusée avec des preuves irréfutables, mais qui avait un alibi solide, rendant impossible sa présence sur les lieux du crime. Une de ces villes était Congonhas, où un cas similaire s'était produit 3 ans auparavant. Carla a contacté l'un des détectives qui avait travaillé sur cette affaire, un homme nommé Rafael Duarte. Quand il est arrivé à Bon Jésus de Minas pour aider, il avait l'air sombre. « Il y a quelque chose que personne ne veut admettre », dit-il avec un regard fatigué. Cela va bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Quoi que ce soit, ça bouge et ça semble toujours trouver une nouvelle victime. Raphaël a mentionné une ancienne légende locale, quelque chose que les plus âgés évitaient de mentionner. Le forastero, une entité qui, selon les rumeurs, errait dans les régions montagneuses du Minas, prenant la forme de personnes ordinaires. Où qu'il aille, il laissait une traînée de destruction, répandant la peur et la méfiance. Personne ne savait d'où il venait, ni ce qu'il était vraiment. La seule chose certaine était que, une fois qu'il apparaissait, le mal le suivait. Au début, Gustavo refusait de croire à cette histoire. Pour lui, c'était juste une superstition. Cependant, plus il enquêtait, plus il devenait clair que les preuves physiques ne faisaient pas sens dans la logique commune. Et pire encore, quelque chose de sombre semblait sur le point de se produire à nouveau. Cette nuit-là, un nouvel événement a secoué Bon Jésus de Minas. Un autre corps a été retrouvé,
Cette fois, celui d'une femme nommée Louisa, une commerçante locale. Elle avait été sauvagement assassinée dans des circonstances tout aussi violentes. Et à la surprise du commissaire, les mêmes empreintes digitales et l'ADN d'Antonio ont été retrouvés sur la scène. Antonio, qui était chez lui sous surveillance policière, avait un alibi incontestable pour l'heure du crime. Pourtant, toute épreuve physique le désignait. La terreur s'installait définitivement dans la petite ville minière. Maintenant, il n'y avait plus de doute. Quelqu'un ou quelque chose se faisait passer pour Antonio et était déterminé à poursuivre sa trace de mort. Alors que la ville sombrait dans un état de paranoïa, Carla et Gustavo savaient que le temps jouait contre eux. Le forastero était parmi eux, et personne ne savait qui serait sa prochaine victime. Les rues de Bon Jésus de Minas, autrefois calmes, étaient maintenant enveloppées d'un silence lourd et tendu. La peur s'était emparée des habitants, qui évitaient de sortir de chez eux la nuit, verrouillant portes et fenêtres avec ferveur. La méfiance se propageait comme un virus. Si quelqu'un pouvait se transformer en une autre personne, en qui pouvait-il avoir confiance ? Le cas de Louisa ne fit qu'aggraver la situation. Le commissaire Gustavo, aussi dur qu'il essayait de garder la tête froide, commençait à ressentir le poids de l'atmosphère sombre qui entourait la ville. Chaque détail du meurtre de la commerçante semblait faire écho au schéma du crime précédent, comme si le forastero jouait un jeu cruel, défiant la logique et se moquant des enquêtes. Carla Siqueira, quant à elle, était obsédée par l'idée de découvrir ce qui se cachait derrière cette séquence de crimes. Elle ne croyait pas totalement aux légendes que Rafael Duarte avait apportées, mais quelque chose la dérangeait profondément. Il y avait trop de schémas, trop de coïncidences. La possibilité qu'un être surnaturel puisse être impliqué semblait de plus en plus réelle. Décidée à enquêter plus en profondeur, Carla s'est rendue chez un ancien contact à Belo Horizonte, un anthropologue spécialisé dans les mythes et les folklores brésiliens. Le professeur Jonas Moura, un spécialiste des cultures indigènes et du folklore du Minas, a accueilli Carla avec scepticisme, mais a été intrigué par le récit. Il lui a parlé d'anciennes histoires des peuples autochtones de la région, en particulier des Krenak, qui parlaient d'une entité se nourrissant de la peur et de la douleur humaine. Cette entité, selon les légendes, avait la capacité de prendre la forme de n'importe qui, confondant ses ennemis et répandant le chaos. Le nom le plus courant pour cette créature était le forastero. Jonas expliqua que, selon les récits, le forastero est une sorte d'esprit errant, maudit de vagabonder à travers les montagnes et les vallées de Minas, toujours à la recherche de nouvelles victimes. Il s'infiltrait dans des communautés pacifiques, prenait la forme de quelqu'un de respecté ou de connu et déclenchait une vague de terreur avant de disparaître à nouveau. Personne ne savait comment le vaincre, mais une chose était sûre, il ne restait jamais longtemps au même endroit. Carla écoutait attentivement et un sentiment de désespoir commençait à s'emparer d'elle. Comment pourrait-il combattre quelque chose comme ça ? La police n'était pas préparée à faire face au surnaturel. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. Elle avait besoin de plus d'informations et surtout d'un moyen de protéger la ville. Pendant ce temps, le délégué Gustavo continuait de faire pression sur Antonio, espérant que quelque chose dans ses souvenirs puisse fournir un indice. Antonio, quant à lui, devenait de plus en plus instable. Il ne pouvait pas dormir, tourmenté par des cauchemars où il voyait une version déformée de lui-même commettre des crimes horribles. C'était comme s'il était aspiré par une présence invisible, incapable de contrôler ce qui se passait autour de lui. Lors d'une de ces nuits sans sommeil, Antonio reçut une visite inattendue. C'était Rafael Duarte, le détective qui avait enquêté sur une affaire similaire à Congonhas. Il avait l'air épuisé, mais il y avait quelque chose d'urgent dans ses yeux. Ils se sont assis à la table de la cuisine d'Antonio, la faible lumière de la lampe vacillant légèrement, créant des ombres inquiétantes sur les murs. « J'ai déjà vu ça auparavant », commença Raphaël d'une voix rauque. « Ce qui t'arrive, ça est arrivé à d'autres personnes. D'abord, tu penses que tu deviens fou, que tu commences à douter de toi-même. Et à la fin, quand tu es complètement isolé, il te prend tout. » Antonio était confus. « Il qui ? Le forastero. Cette chose qui te poursuit. Ce n'est pas humain,
mais il utilise ta forme pour se cacher et se rapprocher des gens. Il se nourrit de la peur qu'il provoque, et une fois qu'il entre dans ta vie, il est presque impossible d'échapper. J'ai essayé, et j'ai tout perdu dans le processus. Raphaël expliqua qu'à Congonhas, une famille entière avait été détruite après que le forastero ait pris la forme du père, un homme travailleur et aimé. Un par un, les membres de la famille ont été retrouvés morts, et l'homme a été accusé, même s'il y avait des preuves qu'il ne pouvait pas être sur les lieux des crimes. Finalement, le forastero a disparu, et le père s'est suicidé, incapable de supporter la culpabilité et la terreur. « Tu dois te battre, Antonio », dit Raphaël avec une intensité effrayante. Mais ce n'est pas avec des armes ou avec la loi que tu le vaincras. Il y a quelque chose en lui, quelque chose d'ancien. Quelque chose qui peut-être ne peut être arrêté que si nous affrontons notre propre peur. Dans les jours qui ont suivi, Carla, Gustavo et Mariana ont commencé à travailler ensemble pour trouver un moyen de protéger Antonio et la ville de Bom Jesus de Minas. Cependant, un sentiment d'urgence les envahissait. Il y avait une nouvelle tension dans l'air, comme si le forastero se préparait à sa prochaine action. La question qui restait était, qui serait la prochaine victime? Bom Jesus de Minas était maintenant complètement plongé dans la peur. Chaque rue semblait plus sombre, chaque ombre plus menaçante. Le nom du forastero chuchotait de bouche à oreille, prenant vie de lui-même, comme si la légende, une fois révélée, avait réveillé une entité endormie. Les gens commençaient à éviter Antonio Barreto dans les rues, gardant une distance prudente, bien que personne n'ose l'affronter directement. Après tout, s'il n'était pas le véritable meurtrier, qui l'était? Pendant ce temps, Carla et Gustavo approfondissaient leurs enquêtes. La ville de Congonhas était devenue un point central pour découvrir plus d'informations sur les anciens cas liés au forastero. Lors d'une visite dans une bibliothèque locale, Carla a trouvé une série d'articles datant du début des années 1980, relatant une vague de crimes bizarres et inexplicables qui avaient frappé de petites villes minières. Les cas semblaient suivre le même schéma. Des personnes de bonne réputation étaient accusées de crimes horribles, pour être plus tard prouvées innocentes par des preuves irréfutables, bien que cela se produise généralement trop tard pour sauver leur vie. Gustavo, essayant toujours de s'accrocher au réalisme, résistait à l'idée qu'une entité surnaturelle était responsable de tout cela. Mais les faits étaient là, et plus il creusait, plus les histoires du forastero semblaient cohérentes. Il savait que d'une manière ou d'une autre, il devait trouver un moyen d'interrompre le cycle de mort qui se propageait dans la ville. Cette même nuit, quelque chose d'inattendu se produisit. Antonio, qui luttait pour garder sa santé mentale, eut une rencontre perturbante. Il se réveilla au milieu de la nuit, haletant, le cœur battant, comme s'il était observé. Il se leva et se rendit à la cuisine, où, en allumant la lumière, il vit quelque chose qui le figea de peur. Ali, sur la petite table en bois, était assis quelqu'un, lui-même. La figure était identique à lui sous tous les aspects, sauf pour le regard vide et cruel qu'il portait dans les yeux. C'était comme s'il regardait un reflet déformé de lui-même. Une version corrompue qui transmettait la pure méchanceté. Antonio a essayé de parler, mais les mots sont morts dans sa gorge. L'autre Antonio sourit, un sourire tordu et froid, avant de se lever et de marcher lentement vers la porte. Avant de disparaître dans l'obscurité de la nuit, il se retourna une dernière fois et murmura « Tu ne peux pas t'échapper de moi ». Terrifié et ne sachant pas quoi faire, Antonio courut jusqu'au commissariat et raconta tout au délégué Gustavo. Quand il arriva, il était visiblement bouleversé, incapable d'articuler clairement ce qui s'était passé. Gustavo, bien que sceptique, savait que quelque chose de vraiment effrayant se passait. Il ne pouvait plus ignorer les récits d'Antonio. Cette rencontre avec son double confirmait ce que Rafael Duarte avait dit. Le forastero était réel. Et maintenant, il jouait directement avec ses victimes. Pendant que Gustavo essayait de calmer Antonio, Rafael apparut au commissariat. Le détective, qui était déjà préparé à de tels événements, commença à parler à Antonio en privé. Il lui conseilla de ne pas affronter directement le forastero. Il se nourrit de ta faiblesse et de ta peur. Plus tu lui cèdes, plus il devient fort. Nous devons trouver un moyen de faire face à cela ensemble, mais sans laisser qu'il brise ton esprit.
Raphaël suggéra quelque chose d'inhabituel, presque désespéré. Il y avait un ancien rituel des Krenak, mentionné dans l'un des livres que Carla avait trouvé, qui pourrait aider à isoler l'influence du forastero. Le rituel, appelé cérémonie du voile brisé, était utilisé pour traiter les esprits errants qui possédaient les gens ou imitaient leur forme. C'était un rituel de purification qui, selon la légende, pourrait empêcher l'esprit de prendre la forme de ses victimes et le forcer à se révéler. Mariana, qui était sceptique jusqu'alors, commença à croire que c'était peut-être le seul espoir de sauver Antonio. Mais il y avait un problème. Le rituel exigeait qu'il trouve la véritable cachette du forastero, l'endroit où il se cachait entre ses attaques. Et le temps était compté. Le lendemain, une nouvelle vague de peur frappa Bon Jésus de Minas. Le corps d'une jeune femme, Amanda, qui travaillait à la boulangerie locale, fut retrouvé. Elle avait disparu la nuit précédente et son corps présentait les mêmes mares. Dans la culture locale, on disait que la grotte était un endroit où les morts sans nom ou sans enterrement adéquat allaient se reposer. C'était un endroit évité par la plupart des gens, mais aussi une partie importante du folklore de la région. Raphaël croyait que si l'étranger était lié à cette zone, c'était là son point d'origine, et peut-être aussi où il se renforçait. Au crépuscule, le groupe décida qu'il ne pouvait plus attendre. Gustavo rassembla une petite équipe de policiers pour encercler la zone, tandis que Carla, Mariana et Raphaël suivaient Antonio jusqu'à la grotte. Le voyage jusqu'à là-bas fut marqué par un silence tendu, seulement brisé par le bruit des arbres et le vent soufflant dans les montagnes. Antonio, visiblement bouleversé, essayait de rester fort, mais la peur était presque suffocante. Il savait qu'il était sur le point de faire face à l'entité qui détruisait sa vie. Quand ils arrivèrent enfin à l'entrée de la grotte des oubliés, une sensation d'oppression les envahit. L'air semblait plus lourd là-bas, presque suffocant. Mariana, qui avait toujours été sceptique envers le surnaturel, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Même si elle ne croyait pas complètement aux histoires, elle ne pouvait nier l'étrangeté de cet endroit. Avec des torches et des lanternes en main, le groupe pénétra dans la grotte. Les parois étaient sculptées dans une vieille pierre, avec des marques qui semblaient provenir d'une civilisation oubliée. L'écho de leurs pas résonnait de manière presque fantomatique, créant la sensation qu'ils n'étaient pas seuls là-bas. Plus ils avançaient en profondeur, plus l'atmosphère devenait lourde, comme si l'endroit lui-même était imprégné d'une énergie maléfique. C'est alors qu'en arrivant dans une grande chambre au fond de la grotte, ils ressentirent une présence. Les ombres semblaient bouger d'elles-mêmes, prenant la forme de figures qui les observaient. Et là, au centre de la chambre, une figure se révéla enfin. C'était l'étranger. Il avait la forme d'Antonio, mais ce n'était pas lui. Son visage était identique, mais son regard, ce vide terrifiant, révélait sa véritable nature. Un sourire déformé jouait sur ses lèvres et, en les voyant, il murmura simplement « Vous ne pouvez pas me stopper ». Raphaël, déterminé, fit le premier pas, tenant les objets nécessaires au rituel. Il commença à réciter les anciennes paroles des Krenak, suivant les instructions détaillées du livre que Carla avait trouvé. Le son des mots résonnait dans la grotte, semblant irriter l'étranger. La créature fit quelques pas en arrière, mais son regard fixe sur Antonio ne vacillait pas. Pendant que le rituel avançait, l'étranger commença à se déplacer plus rapidement, se contorsionnant de manière grotesque. C'était comme si sa forme physique se défaisait et se remodelait en quelque chose de encore plus terrifiant. Les ombres autour de lui semblaient prendre vie, tournant autour du groupe et essayant de distraire Raphaël et Carla. Antonio, cependant, ne pouvait plus supporter la vision de cette chose utilisant son apparence. Affrontant une peur paralysante, il s'avança et cria « Tu ne me contrôles pas, je ne suis pas toi !» L'étranger s'arrêta un instant, son sourire disparaissant. C'était comme si les paroles d'Antonio avaient touché quelque chose de profond à l'intérieur de l'entité. Pendant une brève seconde, il semblait que le pouvoir de l'étranger vacillait. Raphaël saisit l'occasion et intensifia le rythme du rituel, ses paroles gagnant en force, tandis que Carla l'aidait à maintenir sa concentration. Mais alors, l'étranger poussa un cri, un son strident qui résonna dans la grotte, faisant trembler les murs. Les ombres autour commencèrent à s'approcher,
essayant d'attaquer le groupe. Gustavo, son arme à la main, tira sur les ombres, mais il semblait que rien ne les touchait. Il réalisa qu'à ce moment-là, les balles n'auraient aucun effet. Mariana, gardant son calme, aida à renforcer le cercle autour de Raphaël. Ils devaient maintenir leur concentration, ils savaient que toute distraction pouvait être fatale. L'étranger, maintenant clairement affaibli, continuait de résister, mais ses forces diminuaient. Enfin, avec un dernier mouvement, Raphaël acheva le rituel. Une explosion de lumière traversa la chambre de la grotte et l'étranger poussa un dernier cri d'agonie. Sa forme commença à se dissoudre, comme si elle était aspirée dans un vide invisible. Les ombres autour du groupe se dissipèrent et en quelques secondes, tout redevint silencieux. La grotte, autrefois oppressante, semblait maintenant juste un endroit abandonné, comme si la présence maléfique avait été complètement expulsée. L'étranger avait disparu, et avec lui, le cauchemar qui avait tourmenté Bom Jésus de Minas. Mas, même avec la victoire apparente, le groupe savait que quelque chose restait en suspens. La bataille avait été remportée, mais qu'était exactement le Forastero? Et avait-il vraiment été détruit, ou simplement temporairement expulsé? Ce sont des questions qui, pour le moment, resteraient sans réponse. La lumière qui avait rempli la grotte des oubliés s'est finalement dissipée, laissant derrière elle un silence presque écrasant. Le Forastero avait disparu. Sa présence terrifiante semblait avoir été éradiquée de cet endroit. Antonio, épuisé, s'effondra à genoux, sentant le poids de jours de tourment commencer à se soulager. Ses yeux étaient embués, mais il ne savait pas si c'était par soulagement ou par la profonde peur que tout cela puisse ne pas être terminé. Raphaël, encore essoufflé après l'effort du rituel, s'approcha d'Antonio et l'aida à se relever. « Je pense que nous avons réussi, mais nous devons en être sûrs, » dit-il prudemment, regardant les profondeurs de la grotte. Gustavo, toujours pragmatique, inspectait les lieux, sa main toujours fermement posée sur son arme, comme s'il s'attendait à ce que quelque chose surgisse des ombres. Carla et Mariana se regardèrent, ne sachant que penser. La terreur qui les avait enveloppés ces derniers jours n'avait pas complètement disparu. Mariana, qui avait toujours été sceptique, sentait que quelque chose planait encore dans l'air, comme un écho du Forastero, une marque laissée derrière lui. En sortant de la grotte, la sensation d'oppression qu'ils portaient commença peu à peu à se dissiper. L'air frais de la nuit caressa leur visage, et pendant un instant, tous respirèrent soulagés. Le chemin de retour vers la ville, bien qu'obscur, semblait maintenant moins menaçant. Ce mal qui semblait les imprégner commençait à s'estomper, du moins c'est ce qu'ils espéraient. À la gendarmerie, Gustavo commença à revoir les anciens dossiers. Il y avait un calme étrange dans la ville de Bom Jésus de Minas après la bataille contre le Forastero, mais il savait que l'enquête n'était pas encore terminée. Il avait besoin de preuves concrètes que tout cela était réellement terminé. Avec l'expérience de quelqu'un qui avait déjà vécu ce genre de situation, savait que le mal auquel ils avaient fait face n'était pas si simple. Le Forastero est une entité qui se nourrit de peur et de doute. Il a peut-être été expulsé, mais cela ne signifie pas qu'il ne puisse pas revenir. Ces esprits sont anciens et ont un moyen de revenir lorsque les conditions sont propices. Antonio, maintenant libéré du poids d'être un suspect, essayait de reconstruire sa vie. Mais malgré la sensation de victoire, il ne pouvait se débarrasser du souvenir de cette nuit dans la grotte. Cette version déformée de lui-même que le Forastero avait utilisée le poursuivrait pour toujours. Même maintenant, en regardant son propre reflet dans le miroir, il ressentait une pointe de méfiance, se demandant s'il était vraiment libre. Cependant, à mesure que les jours passaient, la vie à Bom Jésus de Minas commençait à reprendre son cours normal. Les meurtres avaient cessé et la peur qui enveloppait la ville commençait lentement à être remplacée par un sentiment de sécurité. Les gens recommençaient peu à peu à sortir dans les rues, à fréquenter les marchés et les bars locaux. Mais quelque chose dans l'atmosphère de la ville avait changé à jamais. Des mois plus tard, Carla reçut un message de Raphaël. Il était en train d'enquêter dans une nouvelle affaire, cette fois-ci dans une petite ville de l'intérieur de Guayas, où d'étranges meurtres se produisaient. Les détails rappelaient vaguement ce qui s'était passé à Bom Jésus de Minas. Elle savait ce que cela signifiait.
Le forastero n'avait pas été détruit, seulement temporairement expulsé. Quelque part, il continuait à errer, attendant une nouvelle opportunité de se manifester. C'est comme il l'a dit, réfléchit Carla en silence, se remémorant les paroles de Raphaël. Le forastero se nourrit de la peur. Et tant qu'il y aura de la peur, il ne sera jamais vraiment vaincu. Gustavo, quant à lui, continua à travailler à la gendarmerie, mais maintenant avec une compréhension plus profonde de l'inexplicable. Même en tant qu'homme de loi qui traite du concret, il avait été contraint d'accepter qu'il y a des choses au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Des forces anciennes qui défient la logique et la raison. La dernière nuit de l'histoire, Antonio, qui essayait de passer à autre chose, reprit sa routine. Mais comme toutes les nuits depuis la confrontation avec le forastero, il laissait encore la lumière de la chambre allumée, craignant que les ombres ne puissent cacher autre chose que l'obscurité. Et ainsi, la ville de Bon Jésus de Mina retrouva sa paix apparente. Cependant, une pensée dérangeante persistait dans l'air. Le mal peut avoir été temporairement écarté, mais il trouve toujours un moyen de revenir. Le forastero pourrait réapparaître n'importe où, prenant la forme de n'importe qui, et personne ne serait vraiment en sécurité. Peut-être que, comme tant d'autres villes qui ont affronté l'inexplicable, Bon Jésus de Mina n'oublierait jamais l'ombre que le forastero a laissée derrière lui.